Au cœur d'une métropole vibrante, un garçon des rues surprend tout le monde en réparant une voiture de luxe grâce à son ouïe exceptionnel. Son talent devient viral, mais avec la célébrité émergeant des secrets dangereux liés à son passé. Désormais, entre souvenirs perdus et héritages dissimulés, il doit choisir à qui faire confiance avant que tout ne disparaisse à jamais. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un pouce bleu sur la vidéo, ce qui est très important pour nous, et dites-nous depuis quelle ville vous écoutez cette histoire. Le soleil de midi accablait les rues de la Croix-Rousse avec une intensité qui semblait faire fondre l'asphalte. Lyon suffoquait en ce mardi de janvier et la chaleur entrait par la porte ouverte du garage Mercier comme une vague invisible, se mêlant à l'odeur d'huile brûlée, de graisse et de métal chauffé. À l'intérieur du vaste hangar, 5 mécaniciens travaillaient dans un silence tendu, la sueur coulant sur leur front, tachant leur bleu de travail déjà souillé par le temps et le labeur. Au centre du garage, hissée sur le pont élévateur hydraulique, se trouvait une Mercedes-Benz argentée, rutilante même sous la lumière jaunâtre des néons. Une voiture qui valait plus que la plupart des maisons du quartier. Le propriétaire, un homme d'affaires d'âge mûr vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon en lin beige, faisait les 100 pas, son téléphone portable collé à l'oreille, gesticulant avec impatience. Sa voix résonnait dans le hangar, ponctuée de soupirs irrités et de menaces voilées de poursuites judiciaires si le problème n'était pas résolu aujourd'hui même. Martin Mercier, le propriétaire du garage, un homme de 52 ans aux cheveux grisonnants et aux mains calleuses après 4 décennies passées à manipuler des moteurs, s'essuyait le front avec un chiffon sale tout en observant le moteur de la Mercedes pour la 10e fois ce matin-là. À ses côtés, Jean-Pierre, son mécanicien le plus expérimenté, secouait la tête négativement, les yeux fixés sur le tableau de diagnostic électronique qui s'obstinait à ne signaler aucune erreur spécifique. La voiture ne fonctionnait tout simplement pas correctement. Le moteur s'étouffait, perdait de la puissance, produisait un bruit étrange que personne ne parvenait à identifier avec précision. Ils avaient déjà changé les bougies, vérifié l'injection électronique, testé le système d'allumage, examiné chaque centimètre de la partie électrique. Rien. Le problème persistait, tenace et invisible comme un fantôme. De l'autre côté du hangar, près de l'établi rempli d'outils organisés avec une précision militaire, se tenait Clarisse. À 26 ans, elle était la seule femme travaillant au garage et elle y avait gagné sa place non par faveur ou sympathie, mais par pure compétence. Fille de métallurgiste, elle avait grandi au milieu des machines et des boulons. Et depuis l'âge de 15 ans, elle savait démonter un moteur avec la même facilité que d'autres filles de son âge se maquillaient. Ses cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval serrée, et ses mains, petites mais fortes, tenaient une lampe de poche tandis qu'elle examinait une fois de plus le système d'échappement de la Mercedes. Elle savait qu'elle perdait son temps. Le problème n'était pas là, mais elle devait faire quelque chose, car la tension dans l'air devenait insupportable. L'homme d'affaires avait déjà appelé son avocat 3 fois et Martin était sur le point de faire une crise de nerfs. La réputation du garage Mercier, bâti au fil de 30 ans, était en jeu à cause d'un défaut qui refusait d'être trouvé. C'est à ce moment que la silhouette apparut à la porte. Clarisse fut la première à la remarquer. Un mouvement à l'entrée attira son attention et elle leva les yeux de sa lampe de poche pour voir une silhouette petite et maigre se tenant là, découpée contre la lumière éblouissante de la rue. Un garçon, peut-être 10, 11 ans, difficile à dire avec précision. Il était pieds nus, vêtu d'un t-shirt blanc 3, taille trop grand pour son corps frêle, déchiré à l'ourlet, et d'un short en jean délavé qui avait dû appartenir à quelqu'un d'autre. Ses cheveux châtains foncés étaient ébouriffés, poussiéreux, et son visage maigre avait cette expression que Clarisse connaissait bien dans les rues de Lyon, un mélange de prudence, d'espoir et de désespoir, de celui qui ne sait pas s'il sera chassé ou accueilli. Le garçon n'entra pas immédiatement. Il resta là, sur le seuil, comme pour tâter le terrain, étudiant chaque personne à l'intérieur du garage avec des yeux attentifs et intelligents. Ses pieds nus bougeaient nerveusement, sur le béton chaud, mais il ne semblait pas ressentir de douleur. Il était habitué. Jean-Pierre fut le premier à remarquer sa présence et réagit aussitôt avec impatience. « Hé, gamin, ce n'est pas un endroit pour faire la manche ici. Va-t'en, on est occupé. » Le garçon ne bougea pas.
Au lieu de cela, il fit un pas timide à l'intérieur du garage, ses petites mains jointes devant lui. Quand il parla, sa voix était basse, mais il y avait en elle une fermeté surprenante. « Je ne suis pas venu faire la manche, monsieur. Je suis venu proposer mon aide. » Certains mécaniciens se mirent à rire. L'un d'eux, Valentin, un homme corpulent de 40 ans avec un ventre proéminent et une moustache épaisse, laissa échapper un grand rire moqueur. « De l'aide ? Quel genre d'aide un gamin des rues pourrait-il bien nous apporter, hein ? Allez, file avant qu'on appelle la police. » Mais Martin, qui observait la scène avec un mélange de fatigue et de curiosité, leva la main pour demander le silence. Il y avait quelque chose dans l'attitude du garçon qui avait attiré son attention. Peut-être sa posture droite, malgré sa maigreur évidente, ou la manière dont ses yeux parcourèrent le garage, non pas avec peur, mais avec un intérêt sincère. « De l'aide comment, gamin ?» demanda Martin, la voix plus douce que celle des autres. Le garçon déglutit, et Clarisse perçut qu'il était nerveux, mais déterminé. « Je m'y connais en voiture, monsieur Martin. Je sais réparer. Si vous me laissez jeter un œil, je pourrais peut-être trouver le problème. Je demande juste une assiette de nourriture en échange. » Le silence qui suivit fut lourd. L'homme d'affaires cessa de marcher et regarda le garçon avec un mélange d'incrédulité et d'irritation. Jean-Pierre secoua la tête, marmonnant quelque chose sur la perte de temps. Valentin rit de nouveau, mais cette fois le son était amer. « C'est une blague, n'est-ce pas, Martin? Maintenant, on va laisser un môme toucher à la Mercedes du monsieur? Bientôt, il va voler quelque chose et ce sera de notre faute. » Clarisse sentit la colère monter en elle. Elle posa la lampe de poche sur l'établi et s'avança jusqu'à se tenir à côté du garçon. « Il n'est pas venu ici pour voler quoi que ce soit, Valentin. Il est venu chercher du travail comme tout le monde. » Elle se tourna vers Martin. « On a déjà tout essayé, patron. Quel mal y a-t-il à laisser le garçon regarder ?» Martin hésita. Il regarda l'homme d'affaires qui fit un geste impatient de la main comme pour dire que cela lui était égal, du moment que quelqu'un résolvait le problème rapidement. Alors, avec un soupir résigné, Martin fit signe au garçon de s'approcher. « D'accord, gamin, viens ici, mais ne touche à rien sans que je te le dise, compris ?» Le garçon hocha la tête et s'approcha lentement de la Mercedes. Ses yeux brillèrent quand il vit la voiture de près, et pour la première fois depuis qu'il était entré dans le garage, un petit sourire effleura ses lèvres. Il fit le tour du véhicule lentement, observant chaque détail, chaque courbe, chaque composant visible. Il s'arrêta à côté du capot ouvert et resta là, immobile, regardant simplement le moteur avec une concentration impressionnante pour quelqu'un de si jeune. Les mécaniciens observaient avec scepticisme. Valentin croisa les bras sur sa poitrine, un sourire moqueur au visage. Jean-Pierre tapotait des doigts sur l'établi, clairement irrité par ce qu'il considérait comme une farce. Mais Martin et Clarisse attendaient en silence, curieux malgré eux. Alors le garçon fit quelque chose d'inattendu. Il ferma les yeux et demanda à voix basse « Monsieur Martin, vous pouvez démarrer la voiture ?» Martin fronça les sourcils, mais obéit. Il monta dans la Mercedes et tourna la clé dans le contact. Le moteur vrombit, puis s'étouffa, produisit ce bruit étrange qui les tourmentait depuis des heures et se stabilisa enfin dans un fonctionnement irrégulier. Le garçon garda les yeux fermés, la tête légèrement inclinée comme s'il écoutait une mélodie lointaine. Son visage était complètement concentré. Ses petites mains bougeaient légèrement dans les airs, accompagnant mentalement un rythme que lui seul pouvait percevoir. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Personne dans le garage ne bougea. Même l'homme d'affaires se tut, hypnotisé par la scène étrange. Finalement, le garçon ouvrit les yeux et dit avec une assurance déconcertante. « C'est le convertisseur de couple, monsieur. Il y a un problème au niveau de l'accouplement. C'est pour ça que la voiture perd de la puissance et fait ce bruit quand elle essaie de passer une vitesse. Ce n'est pas électronique, c'est purement mécanique. » Silence absolu. Jean-Pierre fut le premier à réagir, et sa réaction fut l'incrédulité. « Convertisseur de couple? Gamin, c'est n'importe quoi. On a déjà vérifié tout le système de transmission, il n'y a rien qui cloche là-dedans. » Mais Martin regardait le garçon avec une expression différente maintenant. Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait diagnostiqué le problème, quelque chose dans la confiance avec laquelle il avait parlé qui fit réfléchir le propriétaire du garage. « Tu en es certain, gamin ?» Le garçon hocha la tête. « Oui, monsieur Martin, le son que fait le moteur est très spécifique.
J'ai déjà entendu ça. C'est le convertisseur qui ne s'accouple pas correctement avec le volant moteur. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il s'étouffe. Martin échangea un regard avec Clarisse, qui semblait tout aussi surprise. Très bien, on va vérifier. Il se tourna vers Jean-Pierre. Démonte le convertisseur, on va voir si le gamin a raison. Jean-Pierre protesta, mais obéit à contre-cœur. Il lui fallut près d'1 heure pour accéder aux composants, grommelant tout le temps sur la perte de temps et les gamineries. Mais quand il parvint enfin à retirer le convertisseur de couple et à en examiner les pièces internes, son expression changea radicalement. Ses yeux s'écarquillèrent et il fixa la pièce comme s'il voyait un fantôme. « J'y crois pas », murmura-t-il. « Il a raison. L'accouplement est usé. Regarde, Martin. Tu vois ces marques? C'est exactement ce que le gamin a dit. » Le garage explosa en murmures. L'homme d'affaires s'approcha, examinant la pièce avec un intérêt renouvelé. Valentin resta bouche bée, sans voix pour la première fois de l'après-midi. Clarisse sentit un sourire grandir sur son visage en regardant le garçon qui restait là, silencieux et petit, mais avec une lueur de satisfaction dans les yeux. Martin posa la main sur l'épaule du garçon, un geste paternel et respectueux. « Comment savais-tu ça, gamin? Comment as-tu réussi à le découvrir juste en écoutant ?» Le garçon haussa les épaules, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Mon père m'a appris à écouter les voitures, monsieur Martin. Il disait que chaque moteur a une voix, et si on écoute attentivement, il vous dit ce qui ne va pas. » Il y eut un moment de silence respectueux, puis Martin sourit, un sourire large et sincère. « Tu viens de nous sauver la mise, gamin. Et une promesse est une promesse. Viens avec moi, je vais te trouver une assiette de nourriture, une assiette bien remplie. » Clarisse observa Martin emmener le garçon vers la petite cuisine au fond du garage, où ils préparaient habituellement le café et réchauffaient leur gamelle. Elle vit comment les épaules du garçon se détendirent, comment ses pas devinrent plus légers, et sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Depuis combien de jours n'avait-il pas mangé correctement? Depuis combien de temps personne n'avait-il été gentil avec lui? Alors que Jean-Pierre et les autres retournaient au travail pour remplacer le convertisseur défectueux, Clarisse s'approcha de la cuisine. De loin, elle vit Martin placer devant le garçon une assiette généreuse de riz, de haricots, de steak et de salade, les restes de la gamelle qu'il avait lui-même apportée de chez lui. Le garçon regarda la nourriture avec des yeux écarquillés, comme s'il voyait un trésor, puis commença à manger lentement, avec une discipline qui surprit Clarisse. Il ne dévora pas désespérément comme elle s'y attendait. Il mangeait méthodiquement, savourant chaque bouchée, comme quelqu'un qui a appris à respecter la nourriture parce qu'il sait à quel point elle est précieuse. Martin s'assit en face de lui, les coudes posés sur la vieille table en formica. « Comment tu t'appelles, gamin ?» Le garçon avala avant de répondre poliment. « Gabriel, monsieur. »« Gabriel Allemand. »« Gabriel, » répéta Martin testant le nom. « Quel âge as-tu ?»« 11 ans, monsieur. »« Et où as-tu appris tout ça sur les voitures ?» Les yeux de Gabriel se baissèrent vers son assiette et quelque chose sembla se refermer en eux. « Avec mon père, il travaillait sur les voitures. Il était très bon dans ce qu'il faisait. » Martin perçut la douleur cachée dans ces mots, la façon dont le garçon avait utilisé le passé et décida de ne pas insister. À la place, il demanda gentiment « Et où habites-tu en ce moment, Gabriel ?» Le garçon hésita. Clarisse, toujours debout dans l'embrasure de la porte, vit la lutte interne se refléter sur son visage. Puis il dit à voix basse, presque honteux « Dans la rue, monsieur, sous le viaduc de la Quarantaine, il y a un groupe de gens là-bas qui me laissent rester. » Le cœur de Clarisse se brisa. Martin ferma les yeux un instant, et quand il les rouvrit, il y avait de la détermination en eux. « Gamin, tu as un don avec les voitures, un don que je n'ai pas vu depuis longtemps. Peut-être que je n'en ai jamais vu chez quelqu'un d'aussi jeune. » Il marqua une pause. « Que dirais-tu de rester ici ce soir? Dormir sur le canapé du bureau, juste pour ce soir, le temps qu'on voit ce qu'on peut faire. C'est trop dangereux pour un garçon seul dans la rue. » Gabriel leva rapidement les yeux, la surprise et la méfiance mêlées sur son visage. « Vous êtes sérieux, monsieur? »« Oui, je le suis. Tu m'as aidé aujourd'hui. Tu as sauvé ma réputation et probablement évité un procès. C'est le moins que je puisse faire. » Clarisse entra dans la cuisine à ce moment-là. « Je pense aussi que tu devrais rester, Gabriel.
au moins pour ce soir. Elle lui sourit, un sourire sincère et chaleureux. Demain, on verra ce qu'on peut faire pour t'aider pour de bon. Gabriel regarda Martin, puis Clarisse, et lentement, très lentement, un sourire commença à se former sur ses lèvres. C'était un petit sourire, prudent, de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire confiance, mais qui veut désespérément croire que le monde peut encore contenir de la bonté. « D'accord, » dit-il doucement. « Merci. » Ce soir-là, après la fermeture du garage et le départ des autres mécaniciens, Martin montra à Gabriel le petit bureau au fond. Il y avait un vieux canapé en simili-cuir, craquelé à plusieurs endroits, mais qui était encore confortable. Clarisse apporta une couverture propre de sa maison qui se trouvait à seulement 3 rues de là, et un oreiller qui restait de l'époque où son neveu venait lui rendre visite. Gabriel reçut tout avec une gratitude silencieuse mais profonde. Alors que Clarisse et Martin se préparaient à partir, le garçon dit soudain « Monsieur Martin, Madame Clarisse, est-ce que je peux aider au garage demain? Pas besoin de me payer. Laissez-moi juste rester un peu, apprendre plus. Et si vous avez besoin d'aide avec une voiture, j'aiderai. » Martin et Clarisse échangèrent un regard. Il y avait quelque chose dans la demande du garçon, dans sa manière d'offrir son travail non pas pour de l'argent, mais pour la chance de faire ce qu'il aimait, qui les toucha profondément tous les deux. « On verra ça demain, Gabriel, » dit Martin gentiment. « Maintenant, repose-toi. Tu as beaucoup fait aujourd'hui. » Mais quand ils sortirent et fermèrent la porte du bureau, laissant Gabriel seul avec ses pensées, Martin regarda Clarisse et dit à voix basse « Ce garçon est spécial. Je ne sais pas d'où il vient, mais il a un don rare. » Clarisse hocha la tête, les bras croisés, regardant la porte fermée. « Il me rappelle quelqu'un, » dit-elle pensivement, « mais je ne sais pas qui. » À l'intérieur du bureau, Gabriel s'enroula dans la couverture et s'allongea sur le canapé. Le confort était si inhabituel que pendant un moment, il eut presque du mal à se détendre. Cela faisait des mois qu'il n'avait pas dormi sur quelque chose de moelleux, avec un toit au-dessus de sa tête et la certitude que personne ne viendrait le déranger. Ses doigts touchèrent le petit pendentif qu'il portait autour du cou, caché sous son t-shirt. Un petit tournevis argenté, usé par le temps, attaché à un cordon de cuir. C'était tout ce qui lui restait de son père, la seule chose qu'il avait réussi à préserver à travers tous les endroits où il était passé. Gabriel ferma la main autour du pendentif et ferma les yeux. Dans l'obscurité, il pouvait entendre les bruits lointains de la ville, le bruit des voitures passant dans la rue, le vrombissement occasionnel d'un moteur, et pendant un instant, il se permit d'imaginer que son père était là, à côté de lui apprenant à écouter les voix des moteurs, lui expliquant avec une patience infinie les secrets qui faisaient fonctionner chaque pièce en harmonie. « Un jour, Gabriel, cette clé te montrera le chemin », lui avait dit son père une fois en tenant le pendentif entre ses doigts avant de le mettre autour du cou de son fils. « Quand tu ne sauras pas quoi faire, tiens-la et souviens-toi. Tu as le talent, tu as le don. Personne ne peut te l'enlever. » Gabriel ne savait pas encore à quel point ces paroles se révéleraient prophétiques. Il ne savait pas que ce petit objet caché sous son t-shirt portait plus qu'une valeur sentimentale. Il ne savait pas que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Pour l'instant, il dormait simplement, épuisé et reconnaissant, sur un vieux canapé dans un garage de la Croix-Rousse, tandis que la ville de Lyon poursuivait sa danse chaotique et indifférente au dehors. Et dans le silence de la nuit, les moteurs se reposaient aussi, gardant leurs secrets, jusqu'à ce que quelqu'un avec le bon don vienne les écouter à nouveau. Gabriel se réveilla au son des portails qui s'ouvraient et du frottement des outils sur le béton. Un instant, désorienté, il ne sut pas où il était. Ses yeux parcoururent l'environnement inconnu, le canapé en simili-cuir sous son corps, la couverture sentant encore l'adoucissant, les murs couverts de vieux calendriers de fabricants de pièces automobiles. Puis, le souvenir revint comme une vague douce, et il se rappela le garage, la Mercedes, Monsieur Martin et Madame Clarisse. Il l'avait laissé rester. Il se leva rapidement, pliant la couverture avec soin, essayant de laisser tout aussi organisé qu'il l'avait trouvé. Il ne voulait pas qu'ils pensent qu'il était négligent ou ingrat. Il se passa les mains sur le visage, sentant la saleté accumulée, et souhaita pouvoir prendre une douche,
Mais il n'allait pas demander. Ils en avaient déjà trop fait pour lui. Quand il ouvrit la porte du bureau, il trouva Clarisse dans la cuisine, en train de préparer du café. Elle portait le même bleu de travail que la veille, mais il était propre et ses cheveux étaient lâchés, tombant sur ses épaules. Quand elle vit Gabriel, elle sourit. « Bonjour, le dormeur. Bien dormi ?» Gabriel hocha la tête, timide. « Oui, madame. Merci de m'avoir laissé rester. Arrête de m'appeler madame, tu veux. Appelle-moi Clarisse. » Elle lui servit une tasse de café au lait et la poussa dans sa direction avec une tartine de pain beurré qu'elle venait de préparer. « Mange. La journée va être longue. » Gabriel prit le pain et mordit dedans lentement, en savourant. Clarisse l'observa, tout en buvant son propre café, étudiant le garçon avec curiosité. À la lumière du matin, elle pouvait mieux voir ses traits. Il était trop maigre, presque squelettique, mais ses yeux étaient vifs et intelligents. Il y avait une gravité en lui, une maturité qui ne devrait pas exister chez un enfant de 11 ans. Comme si la vie lui avait déjà demandé plus qu'elle n'aurait dû. « Gabriel, » commença-t-elle gentiment, « tu vas rester ici aujourd'hui encore, nous aider au garage ?» Les yeux du garçon brillèrent. « Je peux ?»« Bien sûr que tu peux. Monsieur Martin m'en a déjà parlé. Tu peux rester aussi longtemps que tu en auras besoin. » Elle marqua une pause. « Mais on doit parler de certaines choses. Du fait que tu dois aller à l'école, avoir un vrai endroit où vivre. De ce qui t'est arrivé avant d'arriver ici. » Gabriel baissa les yeux vers sa tasse de café, et Clarisse vit les défenses se dresser comme des murs autour de lui. « Je vais bien comme ça, Clarisse. Pas besoin de vous inquiéter pour moi. »« Mais je m'inquiète, » dit-elle doucement. « Et Monsieur Martin aussi. On ne peut pas te laisser vivre dans la rue, Gabriel, tu es un enfant. » Avant qu'il ne puisse répondre, la voix de Martin résonna dans le hangar. « Clarisse, où est ce garçon? La Corolla que Séverin a amenée hier est arrivée. Il dit que la voiture fait un bruit bizarre. Au niveau du moteur, je veux que Gabriel y jette un œil. » Clarisse fit un clin d'œil à Gabriel. « Tu vois, tu fais déjà partie de l'équipe. Allons-y. » Pendant toute la matinée, Gabriel travailla aux côtés des mécaniciens. Martin le présenta officiellement à tout le monde, et cette fois même Valentin traita le garçon avec un respect prudent, bien que réticent. La nouvelle du diagnostic précis de la veille s'était répandue, et maintenant tout le monde regardait ce garçon frêle, avec un mélange de curiosité et d'admiration. Quand vint le tour de la Corolla, Gabriel demanda de démarrer le moteur et resta là, exactement comme la veille, les yeux fermés à écouter. Ses doigts bougeaient subtilement, comme s'il dirigeait un orchestre invisible. Après quelques minutes, il ouvrit les yeux et pointa une zone spécifique du moteur. « C'est la poulie de l'alternateur, monsieur Martin. Elle est usée. C'est pour ça qu'elle siffle quand le moteur accélère. » Jean-Pierre vérifia, et une fois de plus, le diagnostic était correct. Le mécanicien expérimenté secoua la tête, impressionné. « Gamin, tu as une oreille comme je n'en ai jamais vu. Comment tu fais ça ?» Gabriel haussa les épaules, gêné par l'attention. « J'écoute juste ce que la voiture me dit. » C'est Clarisse qui eut l'idée de filmer. Elle prit son téléphone et, sans que Gabriel s'en aperçoive au début, enregistra une vidéo de lui en train de diagnostiquer le problème d'une Fiat Uno arrivée juste après la Corolla. Les images montrèrent le petit garçon aux pieds nus, concentré à côté du moteur, les yeux fermés, complètement absorbé par l'écoute. Puis, on le voyait expliquer le problème avec une clarté surprenante, indiquant exactement où se trouvait le défaut. L'expression d'admiration sur le visage de Martin et des autres mécaniciens était sincère. Clarisse posta la vidéo sur ses réseaux sociaux le même après-midi, avec la légende « Découvrez Gabriel, le petit prodige de la mécanique. Rien qu'en écoutant le moteur, il peut diagnostiquer des problèmes que les ordinateurs ne trouvent pas. Un talent incroyable découvert ici au garage Mercier, à la Croix-Rousse. » Elle ne s'attendait à rien de tout cela. Elle voulait juste partager quelque chose de beau, quelque chose qui l'avait touchée. Mais Internet a ses propres dynamiques, imprévisibles et puissantes. En quelques heures, la vidéo commença à être partagée. D'abord par les amis de Clarisse, puis par les amis des amis. Puis quelqu'un avec beaucoup d'abonnés la repartagea et la chose explosa. Le lendemain matin, quand Gabriel arriva au garage, il y avait des journalistes à la porte. 3 équipes de télévision, 2 de chaînes locales et une d'une émission nationale.
Des caméras, des microphones, des lumières. Le garçon s'arrêta sur le trottoir, effrayé, voulant faire demi-tour. Mais Martin était déjà sorti pour parler au journaliste et l'aperçut. « Gabriel, viens là, mon grand, n'aie pas peur. » Mais Gabriel avait peur. Peur de cette exposition, de toute cette attention tournée vers lui. Peur de ce que cela pourrait signifier. Il traversa la foule la tête basse, sentant le poids des regards, des caméras suivant chacun de ses mouvements. Une journaliste tenta de placer un micro devant lui, lui demandant comment il avait appris la mécanique, d'où il venait, où il habitait. Gabriel ne répondit pas, se recroquevilla davantage, jusqu'à ce que Clarisse apparaisse et le protège de son propre corps, repoussant les journalistes. « C'est un enfant, » dit-elle fermement. « Vous n'allez pas le harceler comme ça. Si vous voulez une interview, faites-la avec moi ou avec Martin. Mais laissez le garçon. »« Tranquille !» Martin donna une brève interview, expliquant comment Gabriel était apparu au garage et avait démontré son talent extraordinaire. Mais il fut prudent, ne révéla pas que le garçon vivait dans la rue, n'exposa pas sa vulnérabilité. Il parla seulement du don, de la capacité impressionnante du garçon. Les journalistes insistèrent pour parler à Gabriel, mais Martin fut intraitable. Quand les journalistes partirent enfin, Gabriel était caché dans le bureau, tremblant. Clarisse entra et s'assit à côté de lui sur le canapé. « Hé, tout va bien maintenant, ils sont partis. »« Je ne voulais pas ça, » murmura Gabriel, la voix étranglée par l'émotion. « Je ne voulais pas que tout le monde sache qui je suis. » Clarisse posa doucement la main sur son épaule. « Je sais. Désolé. Je ne pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. Je voulais juste montrer à quel point tu es talentueux. » Gabriel se frotta les yeux avec le dos de ses mains. « Quand les gens en savent trop sur nous, de mauvaises choses arrivent. Mon père disait toujours ça. » C'était la première fois qu'il mentionnait son père directement depuis son arrivée. Clarisse perçut l'ouverture et a dit doucement « Tu veux parler de lui? De ton père ?» Il y eut un long silence. Gabriel regarda ses propres mains, petites et sales de graisse. Puis, à voix basse, il commença à parler. « Mon père s'appelait Richard Allemand. Il était mécanicien, mais pas un mécanicien ordinaire. Il travaillait sur des voitures de course. Il était pilote aussi. Tout le monde disait que c'était un génie. » Clarisse écoutait en silence, sans l'interrompre. « Il m'emmenait sur les circuits quand j'étais petit. Il m'apprenait tout sur les voitures, sur les moteurs, sur le fonctionnement de chaque pièce. Il disait que j'avais le même don que lui, que j'entendais des choses que les autres n'entendèrent pas. » Gabriel toucha le pendentif caché sous son t-shirt. « Il m'a donné ça. Il a dit que c'était spécial, que je devais le garder toujours. »« Qu'est-ce qui lui est arrivé, Gabriel ?» demanda Clarisse gentiment. Les yeux du garçon s'emplirent de larmes qu'il tenta de retenir. « Il est parti dans un accident, il y a presque 2 ans. Il conduisait sur l'autoroute en revenant d'un travail à Saint-Étienne et il a eu un accident. Ils ont dit que c'étaient les freins qui avaient lâché, mais mon père n'aurait jamais laissé les freins lâcher. Il vérifiait toujours tout. » Clarisse sentit un nœud dans sa gorge. « Et ta mère ?» Gabriel secoua la tête et une larme coula finalement. « Ma mère a disparu quand j'étais petit. J'avais environ 5 ans. Un jour, elle est partie de la maison et n'est jamais revenue. Mon père a essayé de la chercher, mais il ne l'a jamais trouvée. Alors c'était juste lui et moi, jusqu'à ce qu'il parte aussi. Et après le départ de ton père, que t'est-il arrivé? Je suis allé vivre chez des voisins. Ils étaient gentils au début, mais ensuite c'est devenu difficile. Ils avaient beaucoup d'enfants, peu d'argent. J'ai essayé de ne pas poser de problème, mais j'en posais. Alors ils m'ont envoyé dans un foyer. » Gabriel fit une pause, s'essuyant le visage. Le foyer, c'était pas bien. Les gens là-bas n'étaient pas méchants, mais il y avait trop de monde, trop de confusion. Je n'ai pas supporté. Je me suis enfui, j'ai préféré la rue. Clarisse sentit des larmes monter à ses propres yeux. Elle attira Gabriel dans ses bras, et le garçon, après un moment de résistance, céda, enfouissant son visage dans son épaule et pleurant comme l'enfant qu'il était encore, malgré tout ce qu'il avait traversé. Quand les pleurs cessèrent et que Gabriel se calma, Clarisse dit avec fermeté « Tu ne retourneras pas dans la rue, Gabriel. Pas tant que je pourrai y faire quelque chose. Tu vas rester chez moi. J'ai une petite chambre d'amis, mais elle est à toi si tu la veux. » Gabriel leva les yeux rouges et gonflés. « Vous ne me connaissez même pas bien. Pourquoi feriez-vous ça ?»
Clarisse sourit à travers ses propres larmes. « Parce que tu as besoin d'aide, et parce que je vois en toi quelque chose de spécial. Pas seulement le talent avec les voitures, c'est toi, la personne que tu es, et je ne laisserai pas la rue te prendre ça. » Cette nuit-là, Gabrielle dormit pour la première fois dans une vraie maison depuis sa fuite du foyer. La maison de Clarisse était petite, une maison de ville étroite, dans une rue tranquille de la Croix-Rousse, à quelques rues du garage. Elle vivait seule depuis la fin de sa relation 2 ans plus tôt. La chambre d'amis était simple, avec un lit simple, une petite armoire et une fenêtre donnant sur la cour arrière. Mais pour Gabrielle, c'était un palais. Clarisse lui donna des vêtements propres qui avaient appartenu à son neveu, lui montra la salle de bain et lui dit qu'il pouvait prendre une douche aussi longtemps qu'il le voulait. Gabrielle resta sous la douche pendant près d'une demi-heure, laissant l'eau chaude laver toute la saleté, toute la fatigue, toutes les nuits passées à dormir sur les trottoirs et sous les viaducs. Quand il sortit, la peau propre et rougie par l'eau chaude, vêtu de vêtements qui sentaient la lessive, il se sentit une personne différente. Clarisse prépara le dîner. Du riz, des haricots, un steak aux oignons et de la salade. Un repas simple, mais pour Gabrielle c'était un festin. Ils mangèrent ensemble à la table de la cuisine et Clarisse remarqua comment le garçon utilisait correctement les couverts, comment il avait de bonnes manières à table malgré tout. Son père l'avait bien éduqué. « Demain, il faut qu'on t'inscrive à l'école », dit Clarisse en faisant la vaisselle. Gabrielle était à côté d'elle, essuyant les assiettes. « Ça fait combien de temps que tu ne vas plus à l'école ?»« Environ 6 mois, » admit Gabrielle, « depuis que je me suis enfuie du foyer. Avant ça, j'allais à l'école près de là-bas. Mais c'était difficile. Les autres garçons se moquèrent de moi, m'appelaient l'orphelin. » Clarisse sentit de la colère envers ses enfants cruels. « Eh bien, ça va être différent maintenant. On va t'inscrire dans une bonne école ici près. Et si quelqu'un t'embête, tu me le dis, d'accord ?» Gabrielle hocha la tête, mais elle voyait le doute dans ses yeux. Il n'avait pas l'habitude d'avoir quelqu'un de son côté. Les jours suivants, la vie de Gabrielle commença à prendre une routine. Il se levait tôt, prenait le petit déjeuner avec Clarisse, allait avec elle au garage. Là, il aidait avec les voitures, toujours sous surveillance, mais de plus en plus confiant. Les mécaniciens le traitaient maintenant avec un respect sincère. Même Valentin, qui avait été le plus hostile au début, se mit à demander l'avis du garçon lorsqu'il était confronté à des problèmes difficiles. La vidéo de Clarisse continua de devenir virale. Elle atteignit 2 millions de vues en moins d'une semaine. Le garage commença à recevoir de nouveaux clients, des gens qui venaient de quartiers éloignés juste pour voir le petit prodige. Certains amenaient des voitures avec de vrais problèmes, d'autres voulaient simplement rencontrer Gabrielle. Martin dut imposer des limites, précisant que Gabrielle n'était pas une attraction de cirque, mais un garçon qui apprenait un métier. C'est lors d'une de ces visites que quelque chose se produisit qui allait tout changer. Un homme arriva au garage au volant d'une BMW noire, imposante. Il devait avoir une 50aine d'années, portait un costume sur mesure et avait l'allure de quelqu'un habitué à être obéi. Il se présenta comme Édouard Chevalier, entrepreneur dans le secteur automobile. Martin le reçut personnellement, mais Édouard fit clairement savoir qu'il voulait rencontrer Gabrielle. « J'ai vu sa vidéo », expliqua-t-il. « J'ai été impressionné. Un tel talent est rare. » On appela Gabrielle, qui vint à contre-cœur. Il n'aimait pas cette attention, cette exposition constante. Édouard l'observa avec intérêt, comme s'il évaluait quelque chose. « Gabriel Allemand », dit-il pensivement. « Allemand. Seriez-vous par hasard le fils de Richard Allemand ?» Le monde sembla s'arrêter. Gabriel écarquilla les yeux surpris. « Vous connaissiez mon père ?» Édouard sourit, mais il y avait quelque chose de triste dans ce sourire. « Je l'ai connu. Richard était l'un des meilleurs, un pilote exceptionnel, un mécanicien brillant. Nous avons travaillé ensemble il y a de nombreuses années, avant qu'il ne quitte le circuit. Quand j'ai appris pour l'accident, j'ai été dévasté. » Il regarda Gabrielle avec intensité. « Tu lui ressembles beaucoup, les mêmes yeux, la même expression quand tu es concentré. » Gabrielle ne savait pas quoi dire. Clarisse s'approcha, posant une main protectrice sur l'épaule du garçon. « Monsieur Chevalier, Gabrielle a traversé beaucoup de choses. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour parler de son père. » Mais Édouard secoua la tête. « Je comprends, mais il y a des choses que vous devez savoir. Des choses sur Richard et sur ce qui s'est passé après son décès. » Il regarda Martin. «
Pouvons-nous parler en privé? C'est important. Ils allèrent au bureau. Édouard raconta ce qu'il savait. Après la mort de Richard, il y eut une grande confusion concernant ses biens et son héritage. Richard avait une petite entreprise de préparation de voitures, de courses, des propriétés, des investissements. Ce n'était pas une fortune immense, mais c'était significatif. Il y avait un testament, Édouard le savait, car Richard l'avait mentionné une fois. Mais après l'accident, ce testament avait tout simplement disparu. « J'ai essayé d'aider à l'époque, » dit Édouard. « Mais les choses se sont compliquées. Il y avait un avocat qui s'occupait des documents, un certain maître Aguillard. Mais il a disparu aussi. Il a fermé son cabinet et personne n'a plus eu de nouvelles de lui. Et il y avait le frère de Richard, Marc. Les deux étaient en froid, ils s'étaient disputés des années auparavant pour des affaires. Marc est apparu après l'accident en disant qu'il allait s'occuper de tout, qu'il allait prendre Gabriel avec lui. Mais il ne l'a pas fait, dit Clarisse. Gabriel a fini chez des voisins, puis dans un foyer. Édouard hocha la tête sombrement. C'est ce que j'imaginais. Marc était probablement plus intéressé par le patrimoine que par son neveu. Quand il a réalisé que le testament avait disparu et que l'héritage était confus, il a dû abandonner. Il a laissé le garçon derrière lui. Gabriel écoutait tout en silence, absorbant des informations qui changeaient complètement sa compréhension de ce qui s'était passé après la mort de son père. Il avait toujours su que quelque chose n'allait pas, que les choses n'étaient pas comme elles auraient dû être. Mais il n'avait pas de preuves, rien d'autre qu'un pressentiment. « Je peux vous aider à enquêter là-dessus, » offrit Édouard. « J'ai des contacts, des ressources. S'il y a une injustice ici, nous pouvons essayer de la corriger. » Martin et Clarisse échangèrent un regard. C'était plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. Ce n'était pas seulement un garçon des rues qui avait besoin d'aide. C'était un garçon qui avait peut-être été dépouillé de sa propre histoire, de son propre avenir. « Ce serait formidable, monsieur Édouard, » dit Martin. « Mais la priorité maintenant est de prendre soin de Gabriel. Il vit avec Clarisse, il va commencer l'école. On doit lui donner de la stabilité avant de remuer ces choses du passé. » Édouard acquiesça. « Je comprends parfaitement. Je vais lancer quelques enquêtes discrètes. En attendant, Gabriel, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. » Il tendit une carte de visite à Martin. « Appelez-moi si vous avez besoin d'aide, pour quoi que ce soit. » Quand Édouard partit, Gabriel resta assis sur le canapé du bureau, digérant tout. Clarisse s'assit à côté de lui. « Comment te sens-tu avec tout ça ?» Gabriel toucha le pendentif sous son t-shirt. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mon père avait des choses. Il avait son garage. Il avait l'appartement où on habitait. Après son départ, tout a disparu. Mon oncle Marc est apparu, a dit qu'il s'occuperait de moi, mais ensuite il m'a laissé chez les voisins et a disparu. Je ne l'ai plus jamais revu. As-tu un souvenir qui pourrait t'aider? Quelque chose que ton père aurait dit, gardé? » Gabriel réfléchit un long moment. « Il parlait beaucoup de cette clé, » dit-il, sortant le pendentif de sous son t-shirt et le montrant à Clarisse. Il disait qu'elle était spéciale, qu'un jour, elle me montrerait le chemin. J'ai toujours pensé que c'était juste une façon de parler, tu sais, comme une métaphore. Clarisse prit délicatement le pendentif entre ses doigts, l'observant. C'était un petit tournevis, usé mais joli, attaché à un cordon de cuir. Il semblait ancien. « Je peux ?» demanda-t-elle, et Gabriel hocha la tête. Elle examina de plus près et remarqua quelque chose. « Gabriel, regarde. Il y a quelque chose de gravé à la base. » Gabriel s'approcha, regardant. En effet, il y avait une inscription minuscule, presque invisible. Des chiffres. « On dirait un code, » murmura-t-il. Clarisse prit une loupe sur l'établi et examina mieux. « Ce n'est pas un code, c'est une adresse. Regarde. Rue de la République, 1800. » Ils se regardèrent, le cœur de chacun s'accélérant. Était-il possible que le pendentif ne soit pas seulement symbolique, qu'il garde réellement un secret? « Il faut qu'on y aille, » dit Gabriel, l'excitation et la peur mêlées dans sa voix. Clarisse hésita. Peut-être qu'il vaut mieux attendre. Parler à Martin, à monsieur Édouard. Mais Gabriel secoua la tête. « Mon père a laissé ça pour moi. S'il y a quelque chose à cette adresse, c'est pour moi. J'ai besoin de savoir. » Clarisse regarda ce garçon de 11 ans,
si déterminé, si courageux malgré tout ce qu'il avait traversé, et n'eut pas le courage de refuser. « D'accord, on y va, mais ensemble, et avec prudence. » Cette nuit-là, allongé dans le lit de la chambre d'amis qui était maintenant la sienne, Gabriel tenait le pendentif et pensait à son père. Il pensait à tous les souvenirs, à toutes les leçons, à tous les mots qui prenaient un nouveau sens maintenant. Son père savait que quelque chose pouvait lui arriver. C'est pourquoi il avait laissé des indices. C'est pourquoi il avait caché des informations d'une manière que seul Gabriel pourrait trouver. Et maintenant, pour la première fois, depuis qu'il était seul au monde, Gabriel sentait qu'il avait un but. Ce n'était pas seulement survivre, c'était découvrir la vérité, c'était récupérer ce qui lui revenait de droit, c'était honorer la mémoire de son père. Dehors, Lyon respirait son existence nocturne, et quelque part dans la ville, des gens qui avaient tenté d'effacer Gabriel Allemand de l'histoire étaient sur le point de découvrir qu'il n'était pas si facile à éliminer, que le garçon qui écoutait les moteurs savait aussi écouter la vérité cachée entre les mensonges, et que, comme son père, il n'abandonnerait pas avant d'avoir trouvé toutes les réponses. La rue de la République était l'une des artères les plus animées de Lyon, vibrant de vie, de commerce et d'histoire. Clarisse et Gabriel descendirent du bus à la hauteur du numéro 1600 et marchèrent sur le trottoir, observant les bâtiments anciens qui côtoyaient les constructions modernes. Gabriel tenait le pendentif dans sa main fermée, comme si c'était une boussole qui le guidait. Le numéro 1800 correspondait à un immeuble de bureaux de 6 étages avec une façade en marbre vieilli et de grandes fenêtres. Au rez-de-chaussée se trouvait un magasin de matériel électrique. Ils entrèrent dans le hall étroit, où un concierge âgé lisait le journal derrière un petit bureau. « Excusez-moi, » dit poliment Clarisse. « Nous cherchons des informations sur quelqu'un qui a travaillé ici. Il y a environ 2 ans, peut-être. » Richard Allemand. Le concierge leva les yeux de son journal, les observant avec méfiance. « Richard Allemand? Que je me souvienne, il n'y a personne de ce nom ici. » Gabriel fit un pas en avant. « C'était mon père. S'il vous plaît, monsieur. C'est important. » Quelque chose sur le visage du garçon dut toucher le vieux concierge, car son expression s'adoucit. « Votre père, hein? Laissez-moi voir. » Il ouvrit un tiroir et sortit un vieux cahier feuilletant des pages jaunies. « Allemand, Allemand. Ah, voilà. Richard Allemand. Il ne travaillait pas ici, mais il louait un local. Le bureau 305. Il l'utilisait comme dépôt, apparemment. Mais ça fait longtemps que personne ne paie le loyer de ce bureau. Tout doit être sous scellé maintenant. » Le cœur de Gabriel s'emballa. « Vous pouvez nous laisser voir le bureau, s'il vous plaît ?» Le concierge hésita, se grattant la barbe rare. « Écoutez, je ne devrais pas. Mais si vous êtes son fils... » Il prit un trousseau de clés. « Je viens avec vous. Mais juste un coup d'œil rapide, d'accord? Je ne veux pas de problème avec le syndic. » Ils montèrent les escaliers jusqu'au 3e étage. Le couloir était mal éclairé avec une odeur de moisi et de peinture écaillée. Le bureau 305 se trouvait au fond. Le concierge essaya plusieurs clés avant de trouver la bonne. La serrure résista, rouillée par le temps, mais finit par céder. Le bureau était petit, pas plus de 12 mètres, carré, poussiéreux, sombre, avec une seule fenêtre couverte par un rideau déchiré. Mais il n'était pas vide. Il y avait des boîtes empilées contre le mur, un classeur en métal rouillé et, dans un coin, recouvert d'une bâche, quelque chose de grand. Gabriel entra lentement, le cœur battant dans sa poitrine. Clarisse le suivit, allumant la lampe de poche de son téléphone. Le concierge resta à la porte, observant avec curiosité. Gabriel se dirigea directement vers les boîtes. Il ouvrit la première et trouva des documents, de vieux papiers, des photos. Il prit une des photos et sa poitrine se serra. C'était lui avec son père, il devait avoir environ 6 ans, tous deux devant une voiture de course. Son père portait une combinaison de pilote, souriant, le bras sur les épaules de Gabriel. Il se souvenait de ce jour. Il se souvenait du bonheur. Clarisse examinait le classeur en métal. Elle réussit à ouvrir l'un des tiroirs et trouva des dossiers organisés avec des étiquettes. « Gabriel, regarde. Des contrats, des titres de propriété. Il y a beaucoup de choses. » Mais c'est ce qui se trouvait sous la bâche qui attira le plus l'attention de Gabriel. Il tira le tissu, faisant voler la poussière, et révéla une magnifique moto classique, rouge et chromée.
Une vieille Harley-Davidson, conservée comme un bijou. Gabriel passa la main sur la carrosserie froide, sentant le lien avec son père. Il se souvenait de cette moto. Son père l'adorait. « Tout est là », murmura Gabriel émerveillé. « Il a tout gardé ici. » Le concierge se racla la gorge. « Écoutez, vous pouvez prendre ce qui est à vous, mais je dois prévenir le syndic, faire ça dans les règles. » Clarisse hocha la tête. « Nous comprenons, mais pouvons-nous revenir demain avec des documents prouvant que Gabriel est le fils de Richard? Amener quelqu'un pour aider à transporter ses affaires? Oui, bien sûr. Apportez simplement les documents. » Ce soir-là, chez Clarisse, ils examinèrent quelques documents qu'ils avaient réussi à emporter dans un sac. C'étaient de vieux contrats, des reçus, de la correspondance. Et puis Clarisse trouva quelque chose d'important. Une lettre de l'avocat Maître Aguillard, datée de 3 mois avant la mort de Richard. La lettre mentionnait le testament en cours de préparation et demandait à Richard de se présenter au cabinet pour signer la version finale. « Cela prouve que le testament existait, » dit Clarisse, excitée. « Il faut qu'on montre ça à Monsieur Édouard. » Gabriel hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Il pensait à son oncle, Marc Allemand. S'il existait un testament, son oncle devait le savoir. Et s'il le savait, pourquoi avait-il prétendu qu'il n'existait pas? Le lendemain, Gabriel commença à fréquenter l'école. Clarisse avait réussi à l'inscrire à l'école municipale Professeur Alcide, à seulement 6 rues de chez elle. C'était une grande école avec plus de 600 élèves, et Gabriel se sentit petit et invisible lorsqu'il franchit le portail pour la première fois depuis des mois. La directrice, Madame Marceau, une dame aux cheveux blancs et aux yeux bienveillants, l'accueillit avec chaleur. Elle connaissait l'histoire du garçon. Clarisse lui avait tout raconté. « Bienvenue, Gabriel. Tu seras en 6e B. La professeure, Madame Andrea, est excellente. Tu vas l'aimer. » Les premiers jours furent difficiles. Gabriel n'était plus habitué à la routine, aux règles, à la présence constante d'autres enfants. Certains le reconnaissaient de la vidéo virale et le pointèrent du doigt, chuchotaient, d'autres l'ignoraient simplement. Il s'asseyait au fond de la classe, silencieux, essayant d'être invisible. C'est en cours de sciences, 1 semaine plus tard, que quelque chose changea. Madame Andrea demanda aux élèves de former des binômes pour un projet sur les énergies renouvelables. Gabriel resta seul, comme toujours, jusqu'à ce qu'une fille s'assoie à côté de lui. Elle s'appelait Laetitia, avait 11 ans comme lui, portait des lunettes à monture rouge et avait des cheveux bouclés attachés en un chignon haut sur la tête. « Salut !» dit-elle simplement. « Tu es Gabriel, c'est ça? Le garçon de la vidéo avec les voitures. » Gabriel hocha la tête, tendu, s'attendant à des moqueries ou à une curiosité intrusive. Mais Laetitia se contenta de sourire. « Cool, j'aime bien la mécanique aussi. Mon grand-père a un garage de moto. Il m'apprend pendant les vacances. Tu veux faire le projet avec moi ?» Pour la première fois depuis son entrée dans cette école, Gabriel sourit. « Je veux bien. » Laetitia était différente. Elle ne le traitait pas comme une célébrité ou une curiosité. Elle le traitait comme un camarade, un ami. Il parlait de voitures, de moteurs, de la façon dont les choses fonctionnaient. Elle avait des idées intéressantes pour le projet, et Gabriel apportait ses connaissances. Pour la première fois, il se sentit juste comme un enfant, normal, accepté. Pendant que la vie de Gabriel gagnait une certaine normalité, Édouard Chevalier travaillait en coulisses. Il avait engagé un détective privé pour localiser l'avocat disparu, Maître Aguillard, et pour retrouver Marc Allemand. Les nouvelles ne tardèrent pas à arriver. Maître Aguillard vivait à Marseille. Il avait quitté Lyon après avoir cessé ses activités professionnelles en prétextant des problèmes de santé. Le détective parvint à le contacter, et l'avocat, âgé et plein de remords, révéla des informations importantes. Il confirma avoir préparé un testament pour Richard Allemand. Dans ce testament, Richard laissait tous ses biens à son fils Gabriel et nommait des tuteurs légaux, un couple d'amis proches, Charles et Anne Figuier, qui devaient s'occuper du garçon s'il lui arrivait quelque chose. Mais quelques jours après la mort de Richard, Marc Allemand se présenta au cabinet de Maître Aguillard avec une histoire convaincante. Il dit qu'il était le seul frère, qu'il s'était déjà arrangé avec les Figuier et qu'ils avaient renoncé à la tutelle. Il pressa l'avocat de lui remettre les documents originaux, prétextant qu'il était urgent de régler la situation de son neveu.
Maître Aguillard, naïf et ému par l'apparente sollicitude de Marc, lui remit une copie du testament. Mais quelques jours plus tard, lorsqu'il tenta de contacter Marc pour régulariser les documents, l'homme avait disparu. Et peu de temps après, Maître Aguillard lui-même commença à recevoir des menaces voilées, des appels téléphoniques étranges. Effrayé, il décida de fermer son cabinet et de quitter Lyon. Il a été contraint, expliqua Édouard à Martin et Clarisse lors d'une réunion au garage. Et les tuteurs légaux que Richard avait choisis n'ont jamais été informés. Marc a tout manipulé. « Et où est ce Marc maintenant ?» demanda Martin furieux. « Nous sommes en train de le localiser. Mon détective a déjà une adresse à Marseille. Je vais le faire notifier. En tant qu'oncle et plus proche parent, il a des responsabilités légales envers Gabriel. Il doit expliquer pourquoi il a abandonné le garçon. » Ce fut un samedi, 2 semaines plus tard, que Marc Allemand apparut enfin. Gabriel était au garage en train d'aider Jean-Pierre avec une Golf quand un taxi s'arrêta devant. Un homme en sortit, grand, aux épaules larges, avec des cheveux sombres déjà grisonnants aux tempes. Il portait un jean et un polo et avait la même forme de visage que Richard. La ressemblance serra le cœur de Gabriel. Marc entra dans le garage, regardant autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. Quand ses yeux se posèrent sur Gabriel, il s'arrêta. Pendant un long moment, oncle et neveu se regardèrent simplement. « Gabriel, » dit Marc finalement, la voix rauque, « tu as grandi. » Gabriel ne répondit pas. Il ne savait pas quoi ressentir. De la colère, du ressentiment, de la curiosité, tout à la fois. Martin s'approcha, se plaçant de manière protectrice près de Gabriel. « Vous devez être Marc Allemand. On vous attendait. » Marc hocha la tête sans quitter Gabriel des yeux. « Je sais. J'ai reçu la notification de l'avocat de M. Édouard. Je suis venu dès que j'ai pu. » Il fit un pas vers Gabriel. « Gamin, je sais que tu dois être en colère contre moi, et tu as tout à fait le droit. J'ai échoué avec toi. Après la mort de ton père, je ne savais pas quoi faire, et j'ai fini par prendre les mauvaises décisions. »« Vous m'avez abandonné, » dit Gabriel, la voix tremblante mais ferme. « Vous avez dit que vous vous occuperiez de moi et vous m'avez laissé à des étrangers. Je me suis retrouvé seul. » Marc ferma les yeux, la douleur visible sur son visage. « Je sais. Et il n'y a aucune excuse pour ça. Ton père et moi étions en froid depuis des années, pour de l'argent, des bêtises. Quand il est mort, j'étais perdu. Je ne savais pas comment m'occuper de toi. J'ai pensé que ce serait plus facile de te laisser avec des gens qui sauraient quoi faire. Mais j'ai eu tort, terriblement tort. » Clarisse, qui observait de loin, s'approcha. « Vous étiez au courant pour le testament ?» Marc se tourna vers elle. « Je l'étais. L'avocat me l'a montré. J'ai vu que Richard avait choisi d'autres personnes pour s'occuper de Gabriel. Ça m'a mis en colère. J'ai pensé, il ne me faisait même pas confiance pour m'occuper de son propre neveu. Alors j'ai fait une bêtise. J'ai pris les documents et j'ai disparu. Je voulais tout faire disparaître, prétendre que ça n'existait pas. Et l'héritage ? Demanda Martin durement. Vous avez pris l'argent du garçon ? Marc secoua la tête. Je n'ai pas pu. Les comptes étaient à bloquer. Les biens immobiliers enregistrés au nom de Richard, avec le testament en annexe. Je ne pouvais rien prendre sans le document original. Alors j'ai abandonné. Et je suis parti. Gabriel sentit des larmes lui brûler les yeux, mais ne les laissa pas couler. « Vous m'avez abandonné parce que vous n'avez pas réussi à voler ce qui m'appartenait ?» L'accusation pesa lourdement dans l'air. Marc baissa la tête, honteux. « Quand tu le dis comme ça semble encore pire. » « Mais oui, j'ai été un lâche, Gabriel, un égoïste. Mais quand j'ai vu ta vidéo sur Internet, quand j'ai su que tu avais survécu, que tu avais trouvé des gens bien, je devais venir. Je devais essayer de réparer, d'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez pas réparer, dit Gabriel, la voix froide. Vous ne pouvez pas me rendre les 2 années que j'ai passées seul. Vous ne pouvez pas effacer les nuits où j'ai eu faim, eu peur, dormi dans la rue. Marc avait maintenant des larmes aux yeux. Je sais, mais je peux essayer de faire différemment à partir de maintenant. Je peux t'aider à récupérer ce qui est à toi. Je peux être la famille que j'aurais dû être depuis le début. Gabriel regarda Clarisse, Martin, puis de nouveau son oncle. J'ai déjà une famille. Ils m'ont accueilli quand personne d'autre ne voulait de moi. Ils m'ont donné un foyer. Le rejet fit mal à Marc. C'était visible. Mais il hocha la tête. Je comprends.
Mais malgré tout, je veux aider. Je veux faire tout ce qui est nécessaire pour corriger mes erreurs. Édouard arriva peu après accompagné de son avocat. Il y eut une longue réunion dans le bureau du garage. Marc accepta de collaborer à la récupération du testament et de l'héritage. Il expliqua qu'il avait la copie du document dans un coffre à Marseille et qu'il la remettrait. Avec cela, il serait possible d'entamer les procédures légales pour régulariser la situation de Gabriel. Il fut décidé que Marc pourrait rendre visite à Gabriel régulièrement, mais que la garde temporaire resterait à Clarisse, qui avait déjà entamé les procédures légales pour devenir tutrice. Marc accepta les termes, bien que douloureusement. C'était plus qu'il ne méritait et il le savait. Les semaines suivantes, la vie poursuivit son cours. Gabriel allait à l'école, faisait son projet avec Laetitia, travaillait au garage les après-midi. Marc venait les samedis, essayant de construire un pont avec son neveu. C'était inconfortable, tendu, mais Gabriel commença à réaliser que son oncle était sincère dans son repentir. Cela n'effaçait pas ce qui s'était passé, mais c'était un début. C'est un mardi soir que tout s'effondra à nouveau. Clarisse et Gabriel étaient à la maison quand le téléphone sonna. C'était Martin, la voix altérée. « Clarisse, le garage a été cambriolé. Ils ont cassé la fenêtre de derrière et sont entrés. Il faut que vous veniez ici tout de suite. » Ils arrivèrent en 15 minutes. La police était déjà là. La fenêtre de derrière était brisée, du verre jonchait le sol. À l'intérieur du garage, tout était sans dessus-dessous. Des outils jetés, des tiroirs ouverts, des papiers éparpillés. Mais rien ne semblait avoir été volé. Le matériel coûteux, les outils, tout était encore là. « Ce n'est pas un vol ordinaire », dit le policier à Martin. Celui qui est entré cherchait quelque chose de spécifique. Ce fut Gabriel qui le remarqua en premier. Il porta la main à son cou et sentit le vide. Le pendentif, son petit tournevis, le cadeau de son père. Il n'était pas là. Il l'enlevait toujours et le laissait dans le bureau quand il allait travailler, pour ne pas le perdre ou l'abîmer. Il courut jusqu'au bureau et vérifia le tiroir où il le gardait. Vide. « Ils ont pris ma clé, » dit-il, la voix tremblante. « Ils ont pris le cadeau de mon père. » Clarisse le serra dans ses bras, sentant l'angoisse du garçon. Qui était au courant pour le pendentif? Qui connaissait son importance? Martin convoqua tous les mécaniciens le lendemain matin pour une réunion. Jean-Pierre, Valentin et les deux plus jeunes, Paul et Richard. Il expliqua ce qui s'était passé et demanda si quelqu'un savait quelque chose. C'est alors que Clarisse le remarqua. Valentin était nerveux. Il bougeait trop sur sa chaise, évitait le contact visuel, transpirait malgré la climatisation. Et il avait des égratignures sur le bras comme s'il s'était coupé avec du verre. « Valentin, » dit-elle directement, « tu sais quelque chose à ce sujet ?» Tous les yeux se tournèrent vers lui. Valentin devint rouge. « Moi? Pourquoi je saurais quelque chose? Tu as des égratignures sur le bras et tu es nerveux. » Valentin se leva brusquement, sur la défensive. « Je me suis blessé en travaillant sur une voiture hier, et je suis nerveux parce que vous m'accusez sans raison. » Mais Martin le regardait maintenant avec suspicion. « Valentin, tu as toujours maltraité Gabriel depuis son arrivée. Tu as toujours été contre le fait qu'il reste ici. Pourquoi ?» Valentin ouvrit et ferma la bouche, cherchant ses mots. Puis, à la surprise de tous, il se rassit et prit sa tête entre ses mains. « Je n'ai rien volé, » murmura-t-il. « Mais je sais qui a volé. » Silence pesant. « Parle, » ordonna Martin. Valentin leva les yeux, et il y avait de la peur en eux maintenant. « Des types m'ont approché il y a 2 semaines. Ils ont dit qu'ils travaillaient pour quelqu'un d'important. Ils voulaient des informations sur Gabriel, sur ce qu'il avait, ce qu'il savait. J'ai dit que je ne savais rien, mais ils ont insisté, ils ont offert de l'argent. » Gabriel sentit son sang se glacer. « Et tu as accepté ?»« J'ai juste dit qu'il avait un pendentif, » dit Valentin, la voix basse, honteuse, « qu'il le gardait comme si c'était important. Je ne pensais pas qu'ils allaient le voler, je le jure. » Martin était furieux. « Tu as vendu des informations sur un enfant qui est sous notre protection ?»« J'ai des dettes, Martin, » explosa Valentin. « De grosses dettes. Ils m'ont payé 5 000 € juste pour l'information. J'en avais besoin. » Clarisse ressentit du dégoût. Qui étaient ces hommes? Je ne sais pas, ils n'ont pas donné de nom. Mais ils ont mentionné un certain maître Aguillard.
Ils ont dit qu'il avait des informations importantes sur le père de Gabriel et qu'il devait retrouver tout ce que le garçon avait de son père. Gabriel et Clarisse se regardèrent. Maître Aguillard? Mais l'avocat aidait, il était de leur côté. Ou pas. Édouard fut informé immédiatement. Il contacta son détective qui se rendit à Marseille pour vérifier. Les nouvelles furent troublantes. Maître Aguillard avait de nouveau disparu. Sa maison était vide, sans signe de lutte, mais il n'était tout simplement plus là. Soit il s'est enfui, dit Édouard sombrement, soit quelqu'un l'a enlevé. Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup plus grave que nous ne l'imaginions. Quelqu'un a intérêt à effacer le passé de Richard Allemand, et ce quelqu'un voit Gabriel comme une menace. Valentin fut licencié sur le champ. Martin lui fit comprendre qu'il ne voulait plus le voir près du garage. Le mécanicien partit la tête basse en portant ses outils, et pour la première fois Gabriel eut pitié de lui. Il n'était qu'un homme faible qui avait fait un mauvais choix. Mais les conséquences de ce choix étaient énormes. Cette nuit-là, Gabriel ne parvint pas à dormir. Il resta allongé à regarder le plafond, pensant au pendentif perdu, aux paroles de son père. La clé qui montrerait le chemin. Que signifiait-elle vraiment? Était-elle seulement symbolique ou y avait-il autre chose? Et puis il se souvint. Lorsqu'ils étaient dans le bureau de la rue de la République, il avait vu une petite boîte ancienne, fermée par un cadenas spécial. Il n'y avait pas beaucoup réfléchi sur le moment. Il était concentré sur les documents. Mais maintenant, en y repensant, il réalisa que le cadenas avait une forme inhabituelle. Ce n'était pas une serrure normale, c'était une serrure hexagonale, de la taille exacte d'un petit tournevis. Son cœur s'accéléra. Était-il possible que le pendentif ne soit pas seulement un symbole, mais une clé littérale? Et si c'était le cas, que contenait cette boîte? Il devait retourner dans ce bureau. Il devait vérifier avant que celui qui avait volé le pendentif ne découvre sa véritable fonction. Mais comment récupérerait-il la clé? Qui la détenait maintenant? Et qu'en ferait-il lorsqu'il découvrirait son secret? Gabriel ferma les yeux, les serrant fort, essayant de trouver du courage. Il était le fils de Richard Allemand. Il avait le même talent, la même détermination. Et il ne laisserait pas effacer la mémoire de son père. Il ne laisserait pas voler ce qui lui revenait de droit. Dehors, la ville dormait d'un sommeil agité, et quelque part, quelqu'un tenait un petit pendentif en forme de tournevis, sans encore comprendre pleinement ce qu'il avait entre les mains. Mais il le découvrirait bientôt. Et quand cela arriverait, la course contre la montre commencerait pour de bon. La découverte que le pendentif pouvait être une clé littérale changea tout. Le lendemain matin, Gabriel exposa sa théorie à Clarisse, Édouard et Martin. Tous convinrent qu'il devait retourner immédiatement au bureau de la rue de la République, mais cette fois avec une prudence redoublée. Si quelqu'un avait volé le pendentif en cherchant précisément cela, il pourrait être surveillé. Édouard amena 2 gardes du corps privé. Ils se rendirent au bureau un samedi matin, et le vieux concierge les laissa entrer sans problème. Il connaissait déjà Gabriel. Le bureau était exactement comme il l'avait laissé, poussiéreux et silencieux, gardant ses secrets. Gabriel se dirigea directement vers la boîte qu'il avait vue lors de sa première visite. Elle était en métal sombre, de la taille d'une boîte à chaussures, lourde. Et oui, le cadenas avait cette forme hexagonale spécifique, comme une fente de vis, mais plus grande. Le cœur de Gabriel battait la chamade. Son pendentif s'y emboîterait parfaitement. « C'était ça, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Mon père a caché quelque chose ici et m'a laissé la clé. Il savait que seul moi la garderais. » Édouard examina le cadenas. « C'est un système ancien mais efficace. Sans la bonne clé, il est pratiquement impossible de l'ouvrir sans détruire le contenu. Votre père était malin. Mais comment va-t-on l'ouvrir maintenant ?» demanda Clarisse. « La clé a été volée. Ce fut Martin qui eut l'idée. Gabriel, tu te souviens exactement à quoi ressemblait le pendentif? Chaque détail. » Gabriel ferma les yeux, visualisant. Il avait touché cet objet des milliers de fois. Il en connaissait chaque marque, chaque imperfection. « Je me souviens de tout. Alors on peut en faire une réplique. J'ai un ami qui travaille dans l'usinage de précision. Si tu dessines exactement comment il était, il peut le faire. Cela prit 3 jours. Gabriel dessina le pendentif sous tous les angles, spécifiant chaque mesure, chaque détail. L'usineur travailla avec une précision millimétrique, et quand il livra enfin la pièce, c'était une réplique parfaite.
Ils retournèrent au bureau le mardi après-midi. Édouard était tendu, les gardes du corps sur le qui-vive. Gabrielle tint la réplique avec des mains tremblantes et l'inséra dans le cadenas. Un instant, elle ne tourna pas et son cœur se serra. Mais ensuite, avec un léger déclic, la serrure céda. Gabrielle ouvrit la boîte lentement. À l'intérieur, enveloppé dans du plastique de protection, il y avait des documents. Beaucoup de documents. Et une grande enveloppe avec son nom écrit de la main de son père. Les larmes aux yeux, Gabrielle prit l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite. Il reconnut immédiatement l'écriture de Richard. « Mon cher fils », commençait la lettre, et la voix de Gabrielle se brisa lorsqu'il tenta de lire à haute voix. Clarisse prit doucement la lettre de ses mains. « Tu veux que je la lise pour toi ?» Gabrielle hocha la tête, incapable de parler. Clarisse commença à lire, sa voix douce mais ferme. « Mon cher fils, si tu lis ceci, cela signifie que quelque chose m'est arrivé. J'ai toujours su que mon travail, ma vie, comportait certains risques. Je n'ai pas toujours fait les choix les plus sûrs. Et je me suis peut-être impliqué avec des gens que je n'aurais pas dû. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en pensant à toi, à construire un avenir meilleur pour nous deux. » La lettre continuait, expliquant que Richard avait découvert des irrégularités dans une entreprise où il fournissait des services de conseil en mécanique. Des voitures de course étaient truquées, les résultats des compétitions manipulés, beaucoup d'argent était en jeu. Il avait rassemblé des preuves, des documents qui compromettaient des gens puissants. Et pour cette raison, il savait qu'il était en danger. J'ai tout gardé ici, dans cet endroit que toi seul peux trouver en suivant les indices que j'ai laissés. Le testament est ici, ainsi que les preuves de ce que j'ai découvert. Si quelque chose m'arrive, ne fais pas confiance à Marc, il a ses propres ambitions et ne mettra pas tes intérêts en premier. Fais confiance aux figuiers, Charles et Anne. Ils sont bons, intègres, et t'aimeront comme je t'aime. La lettre se terminait par des mots d'amour et d'encouragement. Tu as un don, Gabrielle, un talent rare que tu as hérité de moi, mais qui est tien, unique. Utilise-le bien. Sois toujours honnête, travailleur et gentil. Et souviens-toi, je serai toujours avec toi, dans chaque moteur que tu entendras, dans chaque problème que tu résoudras. Je t'aime, mon fils, pour toujours ton père. Le silence qui suivit fut lourd d'émotion. Gabrielle pleurait ouvertement maintenant, et Clarisse aussi. Martin s'essuyait les yeux discrètement, et même Édouard, toujours si maître de lui, était visiblement ému. Mais il y avait plus dans la boîte. Des documents qui prouvaient tout ce que Richard avait affirmé. Des bilans financiers, des enregistrements de conversations, des rapports techniques montrant comment les voitures étaient truquées, et les noms impliqués étaient choquants. Des hommes d'affaires influents, des dirigeants de fédérations sportives, des gens avec beaucoup de pouvoir et d'argent. « C'est énorme », murmura Édouard, feuilletant les documents. « Avec ces preuves, on peut faire tomber beaucoup de gens puissants. » Mais Gabrielle était concentrée sur un autre document. Le testament original de son père authentifié et complet. Tout y était. Richard laissait tous ses biens à Gabrielle, nommait Charles et Anne Figuier comme tuteurs légaux, et laissait des instructions spécifiques sur la manière dont son héritage devait être géré jusqu'à la majorité de Gabrielle. « Il faut qu'on trouve ces Figuier, » dit Martin, « voir s'ils sont toujours disposés à s'occuper de Gabrielle. » Édouard fit un geste négatif. « Nous avons déjà essayé, ils ont déménagé au Portugal il y a 1 an. Le détective a réussi à les contacter, mais ils ont expliqué que leurs vies sont maintenant là-bas. Ils ont des emplois, des enfants à l'école. Ils ne peuvent pas revenir en France en ce moment. » Gabrielle ressentit une pointe de déception, mais aussi de compréhension. C'étaient des gens en qui son père avait confiance, mais la vie avait suivi son cours. Il ne pouvait pas leur en vouloir. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-il. Édouard prit une profonde inspiration. « Légalement, comme les tuteurs désignés ne peuvent pas assumer, et que tu as un parent au 1er degré vivant, la garde irait normalement à Marc. À moins que quoi ?» pressa Clarisse. « À moins que Marc ne renonce volontairement à la garde en faveur d'une autre personne, et que cette personne soit disposée et apte à assumer la responsabilité. » Tous les regards se tournèrent vers Clarisse. Elle avait déjà entamé les démarches pour devenir tutrice temporaire, mais maintenant c'était différent. C'était permanent. C'était réel. « Je veux, » dit-elle sans hésiter. « Je veux m'occuper de Gabrielle, s'il accepte, bien sûr. »
Gabriel la regarda, cette femme qui l'avait accueillie sans rien demander en retour, qui lui avait donné un foyer, de la nourriture, de l'affection, qui le traitait non pas comme un projet ou une obligation, mais comme de la famille. Et il sut que c'était là qu'il voulait être. « J'accepte », dit-il, la voix ferme malgré les larmes. Mais il restait encore une question à régler. Marc. Il devait être confronté à tout ce qui s'était passé, et il devait prendre une décision. La réunion eut lieu dans le bureau d'Édouard, 3 jours plus tard. Marc était là, visiblement nerveux. Édouard expliqua tout ce qu'ils avaient découvert, montra la lettre de Richard, lut les passages pertinents sur la méfiance que le père de Gabriel avait envers son frère. Marc écouta tout en silence, le visage de plus en plus pâle. Quand Édouard eut terminé, il parla enfin, la voix rauque. « Richard avait raison. Je n'étais pas digne de confiance. J'ai toujours été mu par l'ambition, par la cupidité. J'enviais mon frère, son talent, son succès. Et quand il est mort, j'ai vu une occasion d'avoir enfin ce qu'il avait. » Il regarda Gabriel, des larmes coulant sur son visage. « Mais je n'avais pas ce qu'il y avait de plus précieux. Je ne t'avais pas, toi, et quand j'ai réalisé l'ampleur de ma cupidité, ce que cela m'a coûté, il était trop tard. » Gabriel écoutait, la poitrine serrée. Une partie de lui voulait haïr son oncle, mais une autre ne voyait qu'un homme brisé, portant le poids de ses propres choix. « Marc, » dit Édouard gentiment, « Gabriel a la possibilité de rester avec Clarisse. Elle veut être sa tutrice. Mais légalement, en tant qu'oncle, vous avez la priorité, sauf si vous y renoncez. » Marc regarda Gabriel un long moment, puis il dit « J'y renonce. Clarisse s'occupera mieux de lui que je ne pourrai jamais le faire. Elle l'a déjà prouvé. » Il se pencha vers Gabriel. « Mais je voudrais te demander une chose. Laisse-moi faire partie de ta vie, même de loin. Laisse-moi essayer d'être un vrai oncle, même si je ne le mérite pas. » Gabriel réfléchit. Il pensa à tout ce qui s'était passé, à tout ce qu'il avait perdu et trouvé. Et il réalisa que garder de la rancune ne ferait que lui faire du mal à lui-même. « D'accord, » dit-il finalement, « mais ça doit être différent. Pour de vrai. » Marc hocha vigoureusement la tête. « Ça le sera, je le promets. » Les procédures légales prirent des mois, mais furent finalement conclues. Clarisse devint officiellement la tutrice légale de Gabriel. L'héritage de Richard fut débloqué et il était substantiel. Il y avait l'entreprise de préparation de voitures, qui avait encore de la valeur, des biens immobiliers, des investissements. Édouard aida à tout organiser et il fut décidé que l'argent serait géré dans un fonds jusqu'à ce que Gabriel ait 18 ans, avec une allocation mensuelle pour ses besoins. Mais la plus grande victoire fut peut-être la justice. Les documents que Richard avait rassemblés furent remis aux autorités compétentes. Des enquêtes furent ouvertes, des personnes furent inculpées. Le nom de Richard Allemand fut lavé de tout soupçon, et il fut reconnu à titre posthume comme un héros qui avait tenté d'exposer la corruption tout en connaissant les risques. Gabriel commença à comprendre que l'accident de son père n'avait peut-être pas été si accidentel que ça. Édouard suggéra qu'il aurait pu y avoir sabotage, mais sans preuve concrète, ce n'était que spéculation. Quoi qu'il en soit, savoir que son père avait été courageux, intègre, luttant pour ce qui était juste, remplit Gabriel de fierté. La vie continua. Gabriel poursuivit sa scolarité, son amitié avec Laetitia s'approfondit. Ils présentèrent leur projet de science ensemble et remportèrent la première place à la foire de l'école. Gabriel recommença à être simplement un enfant, avec une routine, des responsabilités, mais aussi du plaisir et de la légèreté. Au garage, il continua d'aider Martin dès qu'il le pouvait, mais maintenant en tant qu'apprenti officiel, non par nécessité. Son talent continuait d'impressionner tout le monde, et il savait qu'un jour, il serait un mécanicien exceptionnel, peut-être même un ingénieur. Les possibilités étaient infinies. Maintenant, Marc tint sa promesse. Il rendait visite à Gabriel tous les 15 jours, toujours avec des cadeaux simples mais significatifs. Des livres sur les voitures, des outils. Une fois, il emmena même Gabriel voir une course de karting. La relation était encore prudente, mais un respect mutuel grandissait entre eux. Gabriel apprit que les gens étaient compliqués, capables d'erreurs terribles, mais aussi de rédemption sincère. Ce fut un dimanche après-midi, 6 mois après que tout eut commencé, que Gabriel eut une révélation. Il était dans la cour de la maison de Clarisse, nettoyant le moteur d'un vieux scooter qu'il
avaient acheté pour le restaurer ensemble. Clarisse était à ses côtés, lui passant les outils quand il le demandait, riant de ses blagues, fier de chaque progrès. Soudain, Gabriel s'arrêta et la regarda. « Clarisse ? » ?»« Oui. »« Merci. Pour tout. » Elle sourit, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Tu n'as pas à me remercier, Gabriel. Tu m'as donné autant que je t'ai donné. Tu m'as donné un but, une famille à nouveau. Tu m'as donné la chance d'être importante pour quelqu'un. » Gabriel pensa à quel point la vie était étrange. Il avait tout perdu, s'était retrouvé seul, avait eu faim et froid. Mais de cette perte était né quelque chose de nouveau. Une nouvelle famille, non pas de sang, mais de choix. Pas parfaite, mais réelle. Il toucha le nouveau pendentif qu'il portait autour du cou. Clarisse avait fait faire une réplique exacte de l'original. Ce n'était pas la clé qui ouvrait des boîtes de secrets, mais c'était le symbole de l'héritage de son père. Et maintenant, Gabriel comprenait le vrai sens des mots que Richard avait écrits. La clé n'était pas l'objet lui-même, c'était ce qu'il représentait. C'était le talent, c'était l'intégrité. C'était la capacité d'écouter non seulement les moteurs, mais aussi les gens, la vérité cachée entre les mensonges. C'était le courage d'aller de l'avant même quand tout semblait perdu. Gabriel regarda le ciel bleu de Lyon, avec ses nuages blancs se promenant paresseusement, et ressentit la paix. Son père serait fier. Il avait trouvé son chemin, non pas parce que quelqu'un le lui avait montré, mais parce qu'il avait eu lui-même le courage de suivre les pistes laissées derrière lui. Ça avait été difficile, douloureux, effrayant, mais ça en avait valu la peine. Ce soir-là, quand Clarisse le mit au lit comme elle le faisait tous les soirs maintenant, elle lui embrassa le front et dit « Fais de beaux rêves, mon fils. Mon fils. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Gabriel. Il avait de nouveau une mère, pas celle qui l'avait mise au monde, dont il se souvenait à peine du visage, mais celle qu'il avait choisie, qui était restée à ses côtés, qui s'était battue pour lui. Et parfois, pensait-il, l'amour choisi était aussi puissant que l'amour du sang, peut-être même plus. Gabriel ferma les yeux et dormit profondément, sans cauchemar, sans peur. Dehors, la ville de Lyon poursuivait son rythme effréné, avec des millions d'histoires se déroulant simultanément. Mais à l'intérieur de cette petite maison de la Croix-Rousse, une histoire particulière avait trouvé sa fin heureuse. Pas parfaite, car la vie ne l'est jamais, mais réelle, authentique, construite avec courage, amour et la certitude que même après la tempête la plus dévastatrice, il est possible de reconstruire. Gabriel Allemand, le garçon qui écoutait les moteurs, avait enfin trouvé sa fréquence. Et elle sonnait comme un foyer. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Gabriel a touché votre cœur. Si vous avez été ému par le parcours de ce garçon courageux qui a tout perdu mais a trouvé une nouvelle famille, laissez votre pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Était-ce le courage de Gabriel, la bonté de Clarisse, la rédemption de Marc? Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine et nous rappellent que même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours de l'espoir. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émouvant. Nous vous attendons au prochain épisode avec une autre histoire qui touchera votre cœur.